assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV jaam hiire moon jaam weete moon jaam ñalle moon tugnaje sahaji ɗi noɗe mbawi e adunaru ndu kala on calminama on jettama on juurama bandiraɓe ɗo gonɗen koye CCF gam arde notitade mawɗo men mo gandanɗa hoorema hande ko jaalal e nder rendo ngo on woni holi on professeur Sow Samba ko kanko garɗen liggodirde walla gollodirde ko kala alkamisa gadano e lewru kala ɗo e nder galle CCF gam émission mo waɗata ɗo walla yewtere nde o waɗata ɗo henna wiyetede café philo ndeɗon yewtere kala alkamisa e lewru fof kala alkamisa gadano omo heewi arde o wadde ɗum ɗo henna Suudu Baba nak ara tawtere couvre yewtere nde ɗum noon équipe Suudu Baba kala ari kadi gam natoyde nder ƴeftude yewtere nde so Allahu lamɗo jaaɓi so tawi en ƴefti kadi no kewmi wiide bandiraɓe ni so tawi oɗon branci e Suudu Baba haydara ala ko jogori humpude on tawa yewtere nde noon koye ɗemgal tubankore gam heññude hen leƴƴi goɗɗi ɗi e bandiraɓe woɓɓeɓe e woɓɓeɓe gona kadi fulɓeɓe nde wonno Suudu Baba koko yañi gueɗe muɗum ɗum waɗi hen arde ɗo henne kala alkamis ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala no mbatten sowona naatu hen nder ƴeewen hakkude meɗen e Sow Samba. D'accaparement des biens dans les sociétés africaines traditionnelles. Comment les femmes vont faire pour arriver à avoir des biens dans des sociétés dites sociétés patriarcales? Je veux que les gens le comprennent très bien. Nous sommes dans des sociétés qu'on appelle sociétés patriarcales. Les hommes sont les détenteurs exclusifs. Ils ont le monopole, que ce soit très clair, de la gestion du pouvoir, de la gestion des affaires de la cité. Ils ont les charges, ce qu'on appelle religieuses. Les biens, les champs sont entre les mains des hommes. Alors comment les femmes vont faire pour arriver elles aussi à avoir des biens? Au niveau du constat, je dis dans toutes les sociétés humaines, le mariage continue un moment important. Ça, tout le monde le sait. Parce que la meilleure façon de faire une recherche ethno-anthropologique et scientifique, c'est de partir d'un constat vérifiable. On peut ne pas être d'accord sur le commentaire, mais partons des faits. Il n'y a jamais une société humaine où le mariage passe inaperçu. Ce n'est pas vrai. Dans toutes les sociétés humaines, le mariage est un moment important. Mieux, dans toutes les sociétés humaines, il y a ce que Marcel Mauss appelle la sophistication culturelle. La sophistication culturelle, n'est-ce pas, qui donne du charme à une pratique ou à un acte moral. Dans la culture poulard, ce qu'on appelle en poulard, on appelle ça beurre. Il y avait des années dans la société poulard, certainement il pleuvait beaucoup, les gens mangeaient très bien. La tête du morceau de sucre, on dit que baïloudje hore. Je n'invente pas, j'observe. Quand quelqu'un porte un boubou, il fallait que le boubou traîne jusqu'à ce qu'il soulève de la poussière pour montrer que vraiment il est riche. Cette sophistication culturelle, on la retrouve partout. Mais ce qui est beau dans la culture humaine, ce qui fait que je hais les racistes, je ne sais pas comment on peut être raciste. Parce que plus on analyse les sociétés humaines, plus on se rend compte qu'il y a des convergences culturelles entre nous. Ce qui nous diffère, c'est l'expression de la singularité des expressions culturelles. Moi, je me demande comment on peut théoriser l'idée selon laquelle on est supérieur à quelqu'un. Moi, j'ai des problèmes à comprendre ça. Je quitte la gare Cornevin, je vais à l'université de Genève. Je suis dans le train, il y avait beaucoup de Suisses. Il y a des jeunes filles qui sont venues mettre du parfum sur moi, des colorants sur moi. Alors que la société occidentale, quand on est dans les transports, il y a une certaine tiédeur sur le plan individuel. Chacun a son journal, chacun a son écouteur, chacun est devant son ordinateur, on ne se parle même pas. Comme j'ai vu les filles mettre du parfum sur moi, des brindis sur moi, les autres rier, je me suis dit en tant qu'anthropologue, si on ne leur a pas dit de ne pas faire ça, ça a une signification culturelle. Les filles ont fait tout et tout. Au moment de descendre, j'ai dit, mais mademoiselle, dites-moi au moins pourquoi vous faites ça. Il y a l'une d'elles qui a dit, notre copine est en train d'enterrer sa vie de jeune fille. Notre copine est en train d'enterrer sa vie de jeune fille. Enterrer sa vie de jeune fille.
Donc cette sophistication culturelle a une signification. Si demain je dois me marier, il y a des choses que je ne pourrai plus faire. On en a dans notre culture. Plus tu avances dans l'analyse des sociétés humaines, plus tu te rends compte que nous sommes des égaux. Il faut être fou, il faut être réellement fou pour pouvoir penser que sa culture est la meilleure, qu'on est meilleur que les gens, qu'on est supérieur aux gens. Ça n'a même pas de signification. Deuxième élément. Mais moi, la question que je me pose, quand vous prenez les sociétés africaines traditionnelles, malgré le patriarcat, beaucoup de choses ont changé, sauf les stratégies féminines d'accaparement des biens. C'est bizarre. Aujourd'hui, Dieynaba Touré n'est pas là, il est parti à Dakar. Sinon, je sais qu'il allait y avoir un accrochage extrêmement violent entre nous deux. C'est le combat des idées, ça n'a rien de personnel. Mais moi, je l'ai remarqué. Beaucoup de choses ont changé dans les sociétés africaines. La féodalité est complètement en lambeaux, en agonie. L'esclavagisme complètement discrédité. Le droit de seniorité complètement remis en cause. Mais pourquoi les stratégies féminines d'accaparement des biens n'ont pas disparu? Qu'est-ce que j'appelle stratégie féminine d'accaparement des biens? Ce sont l'ensemble des pratiques, l'ensemble des procédés que les femmes font pour capter des biens au sein de la société. Alors, j'ai dit à mon propos préliminaire que les sociétés africaines traditionnelles, c'est des sociétés patriarcales. Les hommes ont tous les leviers du pouvoir. La jeune fille, donc le garçon, il a tous les pouvoirs. Bien sûr, cette société a connu des mutations, cette société a connu des changements. Alors, le fait que les femmes demandent tout ça, est-ce que ces sophistications culturelles sont inutiles? Marcel Mauss nous dit non. Ces sophistications culturelles, si vous regardez votre société, ont une véritable signification. Deuxième élément. Pourquoi les femmes n'attendent que la période du mariage, c'est-à-dire l'étape allant de la phase de la séduction, de la phase de l'acquisition de l'information au niveau des parents de la fille et de la fille même, pour mettre en marche, si vous voulez, cette forme de sophistication culturelle qui est extrêmement belle quand on comprend, bien sûr, cette culture, quand on comprend la sémiologie et la charge sentimentale et émotionnelle simplement de ces pratiques. Troisième élément, pour ceux qui ne connaissent pas ma culture, ces stratégies matrimoniales, il y a 3 étapes. Il y a en amont, il y a durant le mariage et après le mariage. Moi, je n'aime pas le terme hiérarchisé, parce que hiérarchisé, c'est des termes dans ce monde actuellement qui a une très forte connotation. On trouvera toujours quelqu'un qui est con pour croire qu'il est numéro 2, les autres sont sans numéro. Ça, moi, le terme hiérarchisé, je n'aime pas ça beaucoup. Mais je parle ici de hiérarchiser dans le sens de dire la période où tu cherches la main de la fille, la période où la fille dit tu es d'accord, tu envoies l'information de tes parents pour dire que tu es accepté. Il y a la phase des cérémonies du mariage, il y a aussi l'après-mariage, en amont, en aval et après le mariage. À quoi servent ces stratégies féminines d'accaparement des biens? Là, il y a un doute. Je vous ai dit, tous les cafés philo, je venais avec des réponses sûres et certaines. Je disais ce que je maîtrisais à 100%. Cette émission, je compte la refaire dans une émission qu'on appelle Soudou Baba, qui passe souvent sur les réseaux sociaux, dans la langue poulard pour que les gens comprennent mieux. J'aurais dû le faire depuis la semaine passée, pour des raisons de santé et de rhume. Bon, on a un peu reporté pour que les gens comprennent. Ceux qui comprennent la langue arrivent à décoder l'information. Il y a 3 hypothèses. Vous savez, quand vous faites la recherche, vous avez votre compréhension. En tant qu'anthropologue, j'étudie un phénomène bien particulier, c'est le mariage au sein de ma société.
Je n'utilise pas toutes les sociétés mauritaniennes, j'étudie la communauté Hal-Pulaar. Donc je reprécise mon champ d'action et mon champ simplement d'analyse. Et on me donne 3 hypothèses. Il ne m'appartient pas en tant qu'intellectuel de vous l'imposer. Je suis qui pour imposer une hypothèse à quelqu'un? Il y a 3 hypothèses que les gens me donnent. Il y a des filles qui m'ont dit, professeur, les stratégies féminines d'accaparement des biens constituent un mécanisme de compensation de la détention des biens dans les sociétés patriarcales. Dans les sociétés patriarcales, le champ, le pouvoir, la mosquée, les biens, c'est entre les hommes. Le fait qu'il y ait ces stratégies, ça permet de compenser. C'est-à-dire qu'à la fin du mariage, la femme a moins un trousseau qui lui appartient. Elle va dire ça, c'est ma propriété. Deuxième hypothèse. Les stratégies féminines d'accaparement des biens reposent plutôt sur la honte de la simplification des procédés du mariage. C'est-à-dire que dans ma communauté, quand une femme se marie, quand on cherche la main d'une femme, il faut qu'il y ait du bruit. Bruit au sens sophistication culturelle. Il ne s'agit pas de prendre des casseroles pour manifester, taper à 8 heures pour dire on est mécontent, non. Cette forme de bruit, il faut que les gens soient au courant. Parce que dans la société Hal-Pulaar, la simplification des procédures du mariage est une forme de sanction qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire une fille qui ne s'est jamais mariée, le fait qu'elle est dans le quartier, tu rencontres quelqu'un qui dira elle s'est mariée, tu dis quand on dit hier, ça ne sonne pas très très bien. Les filles veulent qu'au moment de se marier, que tout le village soit au courant. Parce que généralement, la simplification des procédures du mariage est destinée à sanctionner une fille qui a fait un acte honteux, qui a fait quelque chose qui gêne beaucoup la communauté. Donc il y a un prétendant qui vient, on fait très vite, on fait le mariage, on bâcle toutes les procédures. Troisième hypothèse, les stratégies féminines d'accaparement des biens sont destinées à faire connaître à l'homme que le fait d'aimer et de se marier comporte un coût. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que le fait d'aimer et de se marier a un prix. À la couille, je n'ai pas dit ça. La femme a de la dignité. Non, je sais, parce que actuellement, dans les réseaux, il y a des gens tout le temps embusqués qui ne cherchent que des failles, qui n'écoutent pas le substrat le plus important de ce que tu dis. Je discute avec une femme. Elle me dit en pulaar, Debbo Hochetaki. Debbo Hochetaki. Je traduis. Le fait d'aimer une femme, il y a un coût. Je n'ai pas dit un prix. Le fait de se marier, il y a un truc. C'est-à-dire que les femmes considèrent que comme on se marie entre cousins et cousines, si ton oncle te donne sa cousine, tu te maries sans faire trop de dépenses, tu risques de ne pas la prendre au sérieux. C'est comme si quelque part tu l'avais ramassée. Il y a ces 3 hypothèses. Toutes ces 3 hypothèses se valent. Il y a ceux qui disent, mais là où les hommes ont tout, il n'y a qu'une seule manière d'avoir de l'argent par eux, c'est pendant la phase du mariage. Tout le monde sait que quand on cherche la main d'une femme, on devient extrêmement vulnérable. Ne me regardez pas comme ça. Il y a des gens qui sont mariés dans la salle. Quand tu cherches la main d'une fille, tu es d'une gentillesse qui fait que certaines femmes diront 30 ans après, mon mari a changé. Non, non, ton mari n'a pas changé. Mais ton mari que tu cherchais dans la phase de séduction, qui est fou de toi, tu lui diras 13h, midi et demi, il est sous le soleil en train de t'attendre. Tu lui diras une bague, il va amener un collier. Tu diras des mangues, il va amener des sachets de melon. Ça, c'est durant la phase de la séduction. Les femmes ont compris que durant cette phase, les hommes sont plus attentifs, sont plus élégants et sont plus réceptifs aux doléances. Alors, et là va se mettre un procédé extrêmement important. Malheureusement que tout le monde ne parle pas la langue, je serais à l'aise si vraiment je pouvais reformuler toute ma pensée dans ma pensée. C'est l'hypothèse première. La deuxième hypothèse dit non. Abdoulaye, ce n'est pas ça. Dans notre culture, quand une fille se marie, il faut qu'il y ait toutes les procédures. Qu'on informe les villageois, qu'on importe son groupe d'âge féminin, son groupe d'âge masculin, ses cousins, ses amis, que tout le monde soit au courant, que toute la communauté bouge, que toutes les solidarités s'expriment, que toutes les communautés se mettent en mouvement. Mais un mariage tant bâclé comme ça est considéré comme une offense au prestige et à l'honneur de la jeune fille. C'est une hypothèse qui tient. Pourquoi voulez-vous que la première soit plus scientifique que la seconde? C'est une hypothèse.
Il y a ceux qui me disent non, 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 professeur, ces deux hypothèses ne sont pas valables. La meilleure, c'est de dire que quand quelqu'un se marie, il n'a qu'à savoir que vraiment, il a mis la main dans la poche. Une femme ne se ramasse pas. C'est pourquoi j'ai dit, le fait d'aimer et le fait de se marier comporte un coût. Je n'ai pas dit comporte un prix. Ça, je ne serai jamais fou pour dire des choses comme ça en tant que philosophe. Mais comporte un coût. Moi, je ne sais pas d'où est-ce que les femmes tirent cette information, que quand on se marie avec une femme et qu'on n'a pas sorti beaucoup d'argent et tout, qu'on n'a pas beaucoup suyé, on va la traiter à la légère, considérant que comme si c'était un cadeau qu'on nous a fait. À la lumière de ces trois hypothèses, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, vous me direz, professeur, vous penchez pour quelle hypothèse? Ça, j'ai le droit de le dire. Moi, je vous ai dit, je vous ai exposé trois hypothèses parce que je ne connais pas la meilleure. Mais j'ai le droit de dire, moi, je considère, si on me disait, Abdoulaye, dans quel sens tu vas orienter tes recherches, je vais l'orienter vers la première hypothèse. C'est-à-dire que dans les sociétés africaines traditionnelles, et ce qui confirme mon hypothèse, beaucoup de pères de famille commencent maintenant à le faire. Quand vous amenez la dot 1 million, 10 millions, 500 000, 20 000 ouguiya, les parents enlèvent 10 ouguiya pour dire c'est ça la dot. Le reste, ils remettent ça aux parents de l'homme pour lui dire va donner ça à ta femme. Pourquoi? Si demain il y a des pépins, nous n'aurons à rembourser que les 10 ouguiya. Donc ça me réconforte dans la première hypothèse qui consiste à dire que dans cette phase, vraiment les femmes ont compris que tous les biens sont entre les mains des hommes. Il y a des hommes très riches avant de mourir, ils savent comment l'héritage se fait dans le code musulman, ils donnent des biens à leurs filles de leur vivant, on sait que ça ne fait pas partie, si vous voulez, du patrimoine. Mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas simplement la description de ces stratégies, mais c'est d'y jeter un regard pour comprendre le mécanisme de fonctionnement de la société, quels sont les leviers de régulation pour éviter les tensions. Je pars d'une hypothèse. Vous me direz qu'il y a eu des changements. Certes, il y a eu des changements, mais jusqu'à présent, dans la société alpulaar, dans les sociétés africaines, on choisit sa femme à l'intérieur de son rang social. Jusque-là. Je sais qu'il y a des changements. Vous pouvez me dire tel et tel a marié tel et tel. Je ne dis pas le contraire. Mais je parle d'une logique qui est la logique la plus, n'est-ce pas, la plus respectée. Alors, on est dans des sociétés, à cause de la honte, on ne va pas chez la jeune fille. Parce que j'étudie les deux temps de la société alpulaar. Hier et aujourd'hui. Hier, vous ne pouvez pas aller chez votre oncle, causer avec votre cousine pour parler matrimoniaux. Mais, vous savez, dans toute culture, il ne faut jamais rire des sophistications culturelles parce qu'elles ont leur signification. Tu envoies quelqu'un pour dire à ta cousine, on va se rencontrer chez elle à 18h. Chez elle, c'est un lieu aménagé et accepté par la communauté alpulaar. On l'appelle Boloru Wailoube, le couloir des forgerons. Quand je l'ai dit la première fois, il y a des morts qui m'ont dit, nous aussi, on a Khaymet Mouallem, nous aussi, on a tel et tel et tel. J'ai dit, bon, moi je ne connais pas, je connais ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce couloir où vous allez demander à marier la fille, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une maison close. Je vous dis comment ça fonctionne. Vous demandez à une jeune femme, ou à une jeune fille, ou à une jeune femme forgeronne, vous lui dites ce soir, je vais venir ici à 18h, rencontrer telle, je suis en train de chercher à la séduire pour le mariage. Écoutez-moi très bien. Elle a obligation de vous recevoir. La société lui a donné ce rôle assigné. Chaque caste a une fonction et un rôle assigné. Elle est obligée de vous recevoir. Elle ne peut pas dire non, tu es impoli. Chez moi, je ne vais pas laisser les garçons. Non, non, non. Mais aussi, à cette contrainte de l'obligation de recevoir, il y a le devoir d'informer vos parents. Il va dire à vos parents, il vous a reçu. Vous allez prendre votre thé, vous allez faire des avances à la jeune fille. Mais elle aussi, elle va dire à ses parents, attention, vos enfants se rencontrent chez moi. Obligation de recevoir
mais aussi devoir d'informer les parents de la fille pour qu'on se rende compte. Ce n'est pas des lieux où on se rencontre pour raconter des histoires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui est beau, je ne peux pas énumérer tout. Parce que si je veux énumérer toutes les stratégies, on va passer la nuit ici. J'énumère seulement les plus importantes. Vous rencontrez la fille la première fois, vous posez le problème. La deuxième fois, elle va te dire qu'elle va réfléchir. Et la troisième fois, la fille te dit qu'elle est d'accord. Si vous avez la chance. Parce que des fois aussi, elle peut refuser. Il faut mettre les deux cas de figure ensemble. Et ce qui est beau, quand la fille dit « je suis d'accord », attention, là, les stratégies vont commencer. À partir du moment où la femme dit « je suis d'accord d'être votre compagnon », il y en a même qui sont très belles, qui te diront très raffinées. Je suis d'accord de devenir la future maman de tes enfants, alors que le mariage n'est même pas encore fait. On est dans la séduction, ne me regardez pas comme ça, il y a des mariés ici. Comment vous avez été séduit pour vous marier, comment vous avez séduit pour avoir un conjoint. C'est comme ça que ça se passe. La fille dit, je suis d'accord. Alors, tu viens, tu dis à tes parents, généralement on le dit à sa maman. Le père, lui, il entend les bruits, mais lui, il attend la phase officielle de l'officialisation du mariage. Ta maman te dit, c'est sûr en toi. Est-ce qu'elle a accepté? Tu dis oui. Et ça fait plaisir au moment. On te dit, bon, donne 20 000 ouguiya. 20 000 ouguiya, c'était le montant d'avant. Mais il y aura des dérapages. Les dérapages, c'est lié à la modernité. Enseignant du supérieur, je peux donner 20. Si qui est bourgeois donnera 100. On dira, hé, tu as vu, Ndjoumour disant 100 000 ouguiya. Ndjoumour disant, les préliminaires. Les gens, souvent, moi je dis dans les sociétés là, les gens se plaignent alors que c'est eux qui créent les tensions. Si on est resté au montant initial, aucun n'allait avoir des problèmes. Mais dès lors qu'on rentre dans les logiques de comparaison, c'est vous qui amenez les problèmes. Et le montant que vous avez amené, c'est tellement beau, on appelle ça Ndjoumourdi. Ndjoumourdi, si vous traduisez en pulaar, ça veut dire clôturer. Je suis un Sow, l'autre c'est un Jack, l'autre c'est un Sar, l'autre c'est un Diop. Nous tous, on peut marier cette fille. On appartient au même rang social. Pour parler comme la terminologie de Bourdieu, il fait partie de notre stock matrimonial. C'est-à-dire, elle fait partie des filles potentiellement mariables par des gens de mon rang social. Mais j'ai dit, mais pourquoi je donne 20 000 ouguiya? On dit, on va clôturer. La fille, elle est là, on va clôturer. Quelle est la signification? Ça veut dire que tous ceux qui sont du même rang social que moi, tous ceux qui sont du même rang social que moi, n'ont qu'à arrêter de faire des avances à cette fille. Il y a quelqu'un qui a fait clôturer, qui a mis son jardin, sa propriété privée. Je discute avec Khadija Touli, qui est une fille sénégalaise. On a fait les bancs ensemble, très féministe. Et il me dit, mais Abdoulaye, et au cas où la fille elle est très belle, il y a beaucoup de prétendants à la foi. J'ai dit, oui, c'est que tu n'es pas alpulaar, tu ne connais pas ma culture. Dans nos cultures, à chaque fois qu'on dit il y a une clause, on te fera une dérogation. La dérogation, c'est quand la fille elle est très belle, il y aura ce qu'on appelle le pot de Ndiral. Le pot de Ndiral, c'est la rivalité entre les différents cousins pour avoir les charmes de la jeune fille. C'est accepté. C'est accepté. On dira tel cherche, tel cherche, tel cherche, tel cherche. Eh bien, on dit dans tout le village, écoutez, on se met en compétition. On se met en compétition. La compétition, elle est saine. Il ne s'agit pas de dénigrer ou d'insulter comme on le fait maintenant sur les réseaux sociaux en disant « je suis ceci, mon père était ceci, alors que ton père n'était rien du tout ». Et c'est des choses comme ça. Non, ce n'était pas ça. C'était que tu mettais en avant ton charme. Tu mobilises tes amis. Tu dis demain, Aïchata doit se tresser. Moi, je veux la marier. J'ai besoin de votre soutien. Chacun d'eux va venir parler, s'habiller, vraiment montrer par rapport à son rang social, son degré de maîtrise simplement de la situation. Une fois que vous avez fait ça, il y a encore rien d'officiel, parce qu'on est dans des sociétés musulmanes. Ndjoumourdi, ça veut dire tu as clôturé. C'est pour éviter les tampons, c'est pour éviter les embouteillages. Si un autre garçon du même rang social que toi aime la fille, sa maman lui dira non, non, non,
ne peut pas nous créer des problèmes. Sa maman nous a envoyé quelqu'un pour dire que son fils a donné tel montant, on a clôturé. Va chercher un autre jardin. Ce jardin, il a été clôturé. À partir de là, on marque une pause. On est encore dans les préliminaires. Alors, mais les femmes sont très intelligentes quand il s'agit d'avoir de l'argent. La fille, elle t'a dit oui, elle a dit oui. Sa maman a dit oui. On vous dit maintenant, il faut donner l'information. Yetinde. Et pourtant, tout le monde sait que déjà, la fille est d'accord, la mère va organiser une cérémonie pour dire de manière maintenant semi-officielle. Attention, ce n'est pas encore officiel. Ça devient officiel avec le lien sacré qui sera fait à la mosquée. On dit yetinde. Yetinde, c'est-à-dire donner l'information. Donc la maman s'assoit, les cousines viennent, les parents viennent et tout. On dit voilà, il y a une délégation qui doit venir telle pour de manière semi-officielle annoncer le mariage. Vous savez très bien que cette délégation-là ne va pas venir les mains vides. Ah non, comment? Il faut mettre la main dans la poche. On vous dira Nafore. Nafore, quand je traduis en français, Nafore, ça veut dire, aidez-moi un peu, Nafore, c'est donner quelque chose qui peut aider ou qui valorise. Les gens vont amener de l'argent, vont amener des biens, vont amener du tout chez la belle famille. Maintenant, quand les gens viennent, ils viennent avec les griots, ils viennent avec leurs amis, ils viennent avec des gens, ils donnent de l'argent. Mais ce n'est pas seulement ça. Les gens qui viennent vont venir avec tes belles-sœurs et certaines de tes cousines paternelles. Maternelles ne viennent pas, cousines paternelles, parce que c'est les femmes qui prennent. On dira dongal leso. Le leso, en réalité, c'est le lit. Toi, tu n'es même pas encore marié. On te fait payer le prix du lit. Il y a une fille là très sympa qui m'a dit, ah oui, c'est durant cette période que l'homme a fait stade, s'il y a des gens qui parlent bien ici pour l'art, fait stade quelque part, c'est la seule période où tu peux soutirer. Fait stade quelque part, c'est pas s'accaparer, mais plus ou moins, c'est soutirer. Une fois que tu as fait ça, la jeune fille, elle est avec ses copines. Elle se valorise en disant, la délégation est venue. Il y a maintenant les droits matrimoniaux. Les droits matrimoniaux, on appelle ça hujjaji. La fille dira, nous, dans notre tradition, dans notre village, quand on se marie, on doit faire tel. Pour ceux qui connaissent bien le patrimoine halpulaar, ce qui a amené la mort de Sékou Bali, c'est la deuxième hypothèse. C'est le fait d'avoir marié l'une de ses cousines. Il était très célèbre, il était très riche, mais il a fait la simplification des procédures du mariage. C'est pourquoi j'ai dit, je n'exclus aucune hypothèse. Et c'est pourquoi vous avez vu sa mort, pour ceux qui connaissent, si vous voulez, l'histoire. Les jeunes filles vont dire, nous, quand notre fils, quand notre copine se marie, ils vont commencer les doléances. Ils vont te dire, il nous faut notre gossi. C'est-à-dire, gossi, c'est un plat que les gens, à base de mil et de la bouillie, que les jeunes filles mangent la veille où leur copine va aller au mariage. Tu donnes de l'argent. La veille du mariage, on met la jeune fille à l'abri de la maison, on va lui faire ce qu'on appelle le bain nuptial. Elle va aller se marier. On dit que cette eau-là, quand elle touche une fille qui n'est pas mariée, elle ne va jamais se marier. Moi, je pense que la signification, c'est de ne pas voir la nudité d'une femme, c'est honteux. La femme qui fait ça, elle aussi, elle a un cachet. Donc, non seulement la mariée, elle prend de l'argent, mais il faut aussi prendre des biens à toute une série de femmes qui interviennent dans cela. La fille, elle vient. Ça, c'était en amont. Maintenant, nous sommes dans le mariage. On amène la fille généralement la nuit, le soir, et il y a deux procédés. Soit vous avez négocié avec les amis de la fille
vous donnez 100 000 ouguiya, 200 000 ouguiya, 50 000 selon vos moyens, on ne va pas faire le rapt de la fille. Il est dans cette tradition, quand on amène la fille, pendant qu'il y a une petite perte de vigilance, la fille passe par la fenêtre et on va la cacher pour demander un cachet. Mais j'ai vu maintenant qu'avec les mutations sociales, comme c'est des fonctionnaires, on n'a que 2 semaines pour le mariage, on est immigré, on n'a que 3 semaines pour le mariage, on paye en amont. On paye en amont le cachet. Ça fait partie des droits, si vous voulez, des jeunes filles. Alors, c'est gênant de le dire, mais c'est comme ça qu'on le dit. La fille qui ne s'est jamais mariée doit en principe être vierge le jour du mariage. Quand elle est vierge, le matin, dans l'Afrique traditionnelle, il y a quelqu'un vers l'aube qui est chargé de détonner un coup de fusil. Il détonne un coup de fusil dans le village. Ce n'est pas la guerre, on n'a pas été attaqué, ça veut dire qu'elle a été trouvée vierge. Le mari va donner ce qu'on appelle ngenari, c'est-à-dire comme elle est vierge, je dois mettre la main dans la poche. Et ça ne s'arrête pas là. Tu mets la main dans la poche, sa maman met la main dans la poche, la maman du marié met la main dans la poche. Ça peut aller d'une vache à un collier en or à une maison et tel et tel. Ce que j'ai vu même dans la modernité, c'est que même le frère de la femme, qui en principe ne devrait pas culturellement être obligé de donner, commence à faire des cadeaux en donnant une machine à laver, en donnant un ordinateur. Donc ces sophistications culturelles, quelque part, aident la fille à se faire un petit patrimoine. La fille, elle doit rester au moins 3 ou 4 jours dans la chambre de mariée. Les femmes qui l'entourent, on les appelle dambobe, c'est elles qui restent constamment. On dira à l'homme d'amener les droits des dambobe. Hujjaji dambobe. Il met la main dans la poche. Quand la femme vient, elle amène ses bagages et tout ça. Il y a ce qu'on appelle Gedal Adoube Djombajo. C'est-à-dire le fait d'amener les femmes, maintenant c'est en voiture. Je ne sais même pas ce qu'on appelle amener. La femme vient en voiture jusqu'à la veille de la porte. On la met dans la chambre. Avant au moins c'était des chevaux, c'était des chameaux, on marchait à pied. Mais malgré tout, le montant va sortir. Quand tu termines avec ça, on te dit Gedal Djom Soudou. La mariée, la chambre ne lui appartient pas. On va prendre l'une de ses cousines, paternelle ou maternelle, on dira c'est elle qui est propriétaire de la chambre. Elle aussi, il faut lui donner, si vous donnez quelque chose. Mais moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est 3 jours après le mariage, on te dit il faut acheter un mouton, il faut acheter du tel. Tu dis pourquoi? On dit nyam gaouri. C'est-à-dire que la femme mange pour la première fois. Toi, l'homme, si tu entends ça, tu vas te poser. Ce n'est pas rationnel. On n'est pas dans le registre de la rationalité. On est dans le registre de la sophistication culturelle. Tu es marié à 18 ans, tu es marié à 20 ans. On me dit tu manges pour la première fois. Pour la première fois, l'homme va mettre encore de la main dans la poche. C'est pas fini. Les jeunes filles vont dire on va aller au fleuve laver les tenues de la jeune fille. On va aller laver. Pourtant, maintenant, il y a des robinets. On a même des lingères qui font le linge. On les paye 4 linges par semaine. On te dira non. Alors qu'il n'y a rien à laver. Hein. Une tenue ou une petite chemise à frotter. On te dit, il faut amener le truc. Et comprenez très bien, parmi les Occidentaux qui sont parmi nous, ce qu'on vous demande d'amener, ce n'est pas 2 omo, 2 savons et eau de javel. Ce n'est pas ça qu'on vous demande d'aller acheter au supermarché. On vous réclame un cachet. On vous réclame un cachet. Pourtant, tout le monde sait qu'il n'y a pas une famille aujourd'hui africaine où il n'y a même pas un robinet. Vous allez donner de l'argent. Ça, c'est durant le mariage. L'homme, il pense qu'il a fini avec les dépenses. La fille, elle s'est fait un très grand patrimoine. Ce n'est pas fini. Une semaine après, on te dit la femme doit se tresser. La femme doit se tresser. On met un grand tapis. Une femme, généralement forgeronne, dit aujourd'hui, je vais aller passer telle, c'est moi qui dois tresser cette femme. Elle aussi, elle fait le maximum de bruit pour que les gens soient au courant. L'homme donne de l'argent, ses copains,
Parce que quand je vous ai dit, quand il y a mariage, c'est toutes les formes de solidarité sociale qui s'expriment. Ses amis encore, chacun vient donner de l'argent, chacun vient donner de l'argent. On appelle ça tchétal. Tchétal, c'est l'instrument avec lequel on va, si vous voulez, tresser la jeune fille. Pour le malheureux marié, il a fini avec les dépenses. On lui dit encore, il reste un autre cachet. Il est là. Il riait jusqu'à ce que tu vois maintenant, son visage devient fermé. C'est là où j'ai aimé la pensée de Ndiom Mouélé quand je l'ai rencontré à Dakar et je lui ai dit ça. Il me dit, Abdoulaye, quand il y a un divorce entre l'acte et la signification, il faut s'arrêter. Quand il y a un divorce entre l'acte et la signification, il faut s'arrêter. J'ai dit, professeur, je n'ai pas compris ce que je voulais dire. Il dit, non, on doit se marier en étant heureux et dans la gaieté. Mais si on doit se marier le visage fermé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as donné, tout ça, on te dit maintenant, qu'est-ce qui reste? La fille doit faire le henné. Foudgul, foudade. Et pourtant, foudade et morade, on peut faire ça le même jour. Pendant que l'autre tresse là. L'autre aurait pu faire le poudi. Mais non, on va faire ça en 2 jours. On va faire ça en 2 jours. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de gens comme Alsan ou Doussar, s'ils ne font pas 2 femmes, c'est à cause des dépenses. Des fois, ta femme, elle te critique, tu dis, même si tu veux, tu critiques, je ne donne pas, je ne divorce pas. Parce que si tu divorces, mais tu n'as pas encore le temps, c'est pas le temps. Comprenez pas, je ne parle pas du temps financier. Si vous êtes multimilliardaire, vous laissez un chèque, mais c'est le temps encore de reprendre l'ensemble de ces cérémonies. C'est pourquoi l'homme encaisse. L'homme encaisse parce qu'il n'a pas, on ne peut pas recommencer sa vie tout le temps à se marier. Qui peut faire ça? Tout le temps à faire ce genre de sophistication, si vous voulez, culturelle. Alors, la femme, elle fait son poudi. Toi, l'homme, tu dis, bon, voilà. Tu appelles tes amis, tu dis, là, je respire, mon budget est comblé. Non, le budget n'est pas fini. Il y a un vieux forgeron malin. Les gens qu'on considère comme étant les castes inférieures, alors que c'est les castes les plus importantes qui ont le savoir-faire. Tu vois un vieux forgeron qui vient, qui dira dans votre lignée, à chaque fois que vous vous mariez, c'est moi qui mets les gnényamés. C'est moi qui mets les gnényamés. Il met ça, et c'est sa femme qui fait. Là aussi, il faut, si vous voulez, un cachet. La femme, elle a un véritable patrimoine durant cette phase du mariage. Même quand il y a divorce. La femme, ses biens restent. Vous allez me dire, professeur, vous êtes en train d'orienter votre débat vers l'hypothèse qui vous plaît. Non, j'argumente en fonction de ça. La femme, elle a véritablement, si vous voulez, un trousseau dans des sociétés où ce sont les hommes qui comportent, si vous voulez, le tout. Je le dis parce que je sais qu'il y a des sociétés africaines, après avoir fait tout ça, l'homme doit danser. L'homme doit danser. Et danser publiquement. Quand on sait, dans une société patriarcale, qu'est-ce que ça veut dire danser pour une femme? Parce que si vous êtes dans votre chambre à coucher, dans votre maison bien gardée, ne me regardez pas comme ça. Il n'y a pas un homme qui n'a pas dansé pour une femme. Hein? Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. Ta femme, elle te dit danse, vous êtes 2, il n'y a personne, tu fais comme ça, tu ne vois pas personne, tu jettes un pied en l'air. Mais ce qui est ici, la vraie sanction, c'est de danser en public. Moi, je considère, je peux me tromper, parce que je ne suis pas le seul anthropologue de cette société. Moi, je me dis, d'accord. Non, je dis que je n'ai pas, si je veux énumérer ça, on fera ça en poulard. Si je veux énumérer, on va passer la nuit. Mais moi, je considère que c'est une sanction qui consiste à dire, si demain, l'homme veut déconner, la femme pourra lui dire, toi, vraiment, tu n'as pas de personnalité. Mais moi, tu as dansé pour moi. Moi, pour ce qu'on se marie là, tu as dansé pour moi. En tout cas, moi, je peux me tromper. Mais je dis que quand je rentre dans la moule de Marcel Mauss, toutes ces sophistications culturelles ont des significations. Maintenant, une fois que j'ai fait cette description, là maintenant ce n'est plus l'intellectuel qui observe, qui analyse, mais c'est l'intellectuel qui prend position. Il y a 3 phases. Définition des concepts, explication des procédés, des stratégies matrimoniales, exposition des hypothèses de la partie la plus neutre possible, et maintenant la phase de prise de position. Beaucoup de jeunes filles revendiquent l'égalité dans la vie du couple. Je n'ai rien contre. Beaucoup de jeunes filles
considère que certaines lourdeurs de la société patriarcale doivent être dynamitées. Nous ne sommes plus dans un monde où pour gagner sa vie, il faut porter des sacs. Nous sommes tous payés non pas à la quantité de la prestation, mais à la qualité de la prestation. Ce qu'un cerveau ingénieur femme peut faire, un cerveau ingénieur homme, cerveau peut le faire. Maintenant, il y a les clichés. Il y a les clichés qui n'ont pas encore disparu. Mais moi, je pense, hein, je peux me tromper, mais moi, ce que j'ai dit généralement aux femmes féministes, tant que les femmes africaines n'auront pas le courage de se débarrasser de ces cadeaux que j'appelle cadeaux empoisonnés. Parce que quand la femme se marie, c'est vrai, la sophistication culturelle est nécessaire, on va donner, ça crée des charmes, ça crée des sophistications culturelles, ça fait beaucoup de choses en pratique. J'ai vu même dans les sociétés patriarcales, maintenant, ça a tendance à disparaître. À l'entrée de la chambre à coucher, on prend 2 épis de maïs, on les pointe à l'entrée, ça veut dire que le premier enfant sera un enfant de sexe masculin. On le fait dans certaines familles encore, tu vas à l'épi de maïs, on met à l'entrée de la chambre. Mais j'ai dit aux jeunes filles qui se battent pour l'égalité, qui sont des féministes, il faut savoir que quelque part aussi, ces cadeaux, c'est des cadeaux empoisonnés. Si la jeune fille pouvait dire à leurs parents, j'aime quelqu'un, celui-là il m'aime, on est d'accord de nous marier. Nous sommes des musulmans. Ce qui légitime la vie du couple, c'est le cachet légal. Parce que dans tout ce qu'on a fait ici, ce n'est pas le mariage. C'est pourquoi j'ai dit préliminaire, semi-officiel et officiel. Je n'ai pas parlé du père de l'homme. Le père de l'homme, ni du père de la femme. Ces gens-là, ils ne seront concernés que le jour du mariage, ils viennent. S'ils ne viennent pas, ils délèguent leurs représentants. Là, ça devient officiel. Si les jeunes filles africaines pouvaient avoir le courage de dire, moi maintenant, si je me marie, je ne veux que l'homme ne paye que la dot. Je travaille à la banque, il enseigne à l'université. J'enseigne à l'université, il travaille au ministère des Finances. Nous voulons nous marier. Moi, la fille, je renonce à tout ça parce que je peux me l'acheter. Maintenant, tout ce que je demande, c'est simplement quelque chose qui est obligatoire pour que le mariage soit légal. C'est simplement la dot qui sera faite devant le truc. Mais ce que j'ai remarqué, et je l'ai dit, mais Djeynaba n'est pas là, sinon certainement elle est en train de nous écouter, les filles hésitent encore à renoncer à cela. C'est rare de rencontrer une jeune fille africaine qui te dira, moi je l'aime, je suis prêt à me marier avec lui, il n'a qu'à payer simplement la dot qui est obligatoire, le reste, moi je n'en veux pas. Et là, il y a des blocages. Il y a carrément des blocages. Parce qu'il est certain, tant que c'est l'homme qui donne, il est certain que, quelque part, ça force le principe de l'égalité dans la vie, simplement dans la vie du couple. Je ne suis pas partisan de la destruction des valeurs culturelles africaines. Mais je suis aussi du genre d'intellectuel qui n'accepte pas l'héritage de nos valeurs culturelles qui sont des pratiques contraires à la dignité humaine, qui sont des sophistications culturelles qui créent carrément des blocages et continuer à dire avec un aveuglement vraiment extraordinaire, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre patrimoine. Non, aucun n'a le droit de bombarder la poitrine, de faire comme ça, en disant que cette pratique attentatoire à la dignité humaine fait partie de mon patrimoine culturel. C'est honteux, on ne doit pas le dire. On ne doit pas le dire, ce n'est pas possible. L'autre élément que j'ai dit aux jeunes filles, et qui risque de créer des problèmes dans les temps à venir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une mobilité matrimoniale. La fille va à l'école, la fille voyage, la fille travaille. Elle peut se marier avec quelqu'un qui ne lui demandera même pas certaines catégories sociales. Tu es là le matin, on t'informe, ta fille t'appelle pour dire, dans la semaine, je vais me marier avec tel. Un père de famille moderne, ça ne lui vient même pas dire à la tête, il est quoi? Il dira qu'au Djoul, il est musulman, il te dira oui. Pour lui, la clause, c'est fini. Ça aussi, il faut s'attendre à ça. Moi, je suis contre ceux qui disent non.
C'était comme ça, on a trouvé ça comme ça. Notre devoir, c'est de le maintenir. Non, c'est faux. Notre devoir, c'est de le préserver, mais en allant en pair, si vous voulez, avec la modernité. Si nous ne le faisons pas, il risque d'y avoir des blocages au sein de notre société. Moi, je fais deux choses. Je fais un devoir avant tout de mémoire. La nouvelle génération qui ne connaît pas ça, quand je parle en pulaar, je lui dis on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Ça fait partie de leur mémoire culturelle. Ça fait partie de leur patrimoine culturel. Quand je fais le temps de la restitution, le temps de la description, je fais le temps de l'explication. Je leur dis, voilà la signification, voilà la signification, voilà la signification. Maintenant, c'est à eux de se positionner et de se demander, est-ce que c'est stratégie matrimoniale et c'est stratégie de captation, d'obtention ou d'accaparement des biens doivent être maintenues ou doivent disparaître. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Moi j'avais une question quand vous parliez du fait que les femmes n'arrivaient pas à refuser en fait ces avances. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est à cause aussi d'une certaine pression sociale de leur entourage? Parce que même si elles sont prêtes à le faire, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes impliquées autour d'elles et notamment dans la communauté. C'était ça ma question. D'accord. Voilà, pour répondre à votre question, qui est une question de fond. Qui est une question de fond parce que dans les sociétés africaines traditionnelles, tout le monde sait que le regard des autres compte beaucoup. On est dans des sociétés où le prestige social de l'individu dépend de la manière dont il est perçu dans l'imaginaire des populations. Vraiment, vous avez vu juste. Moi, si c'était à mon niveau individuel, je suis prêt à renoncer à tout cela. Mais le qu'en dira-t-on dans des civilisations orales où cela va se transmettre de génération en génération. Mais moi, j'ai une position très claire par rapport à ça. Il faut toujours dans la vie, pour qu'il y ait changement, il faut quelqu'un qu'on sacrifie. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de changement dans une société si tout le monde se plaît à dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Non, l'homme est liberté, dit Sartre. L'homme est liberté. Il y a des moments et il faut que quelqu'un casse les codes pour qu'il y ait l'apparition de nouveaux codes. Prenons la société française que vous connaissez très bien. En 1945, en France, c'était très honteux d'embrasser une fille publiquement. Sartre disait au trim des robes, ma liberté. Il a fallu les événements de 1968 pour casser ce genre de code culturel. Et vous avez parfaitement raison. Ce qui est dangereux dans notre société, moi j'appelle ça hypocrisie silencieuse. C'est le cas des intellectuels qui savent très bien que ça, pour casser ça, il faut passer à l'acte. Mais les gens continuent à tourner, à faire de grands discours et tel et tel. Il faut qu'il y ait des gens qu'on sacrifie. Il faut obligatoirement, quelque part, que quelqu'un soit taxé de tous les maux de la planète, mais il a quand même fait quelque chose d'extrêmement important. Moi, ce n'est pas moi qui décide, mais je vous assure, si ça ne dépendait de moi, je sais que l'éducation que j'ai donnée à ma fille, elle n'aura pas de blocage sur cette question. Parce que j'essaie d'anticiper les changements, si vous voulez, à venir. Il faut que les filles acceptent de se salir les mains, comme dit Sartre. Mais si tout le monde se met à dire, non, c'est comme ça, on a trouvé ça comme ça, on n'y peut absolument rien du tout. J'ai dit, c'est faux. Je vous ai donné un exemple concret. Une valeur, on peut la changer dans le sens positif tout en gardant l'esprit.
Parce que j'ai montré que dans le cadre du Yekiragal, c'est la femme du grand frère qui donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? La sœur du grand frère, si elle a les moyens, c'est elle qui donne. La valeur, elle est respectée, la règle, elle est respectée. Mais ce qui est dangereux, c'est cette forme de conservatisme social en disant non, non, non. Moi, je ne veux pas être le premier à franchir le Rubicon. Je ne peux pas être le premier à faire ceci ou cela. Regardez si vous suivez les débats dans les réseaux sociaux, regardez la charge émotionnelle qui se dégage dans les débats concernant la féodalité et les pratiques esclavagistes. Hier, j'ai discuté avec Ansoni, il m'a dit, Abdoulaye, on a discuté de 22h jusqu'à 2h du matin. Notre atelier, c'était sur les pratiques esclavagistes. On est en 2023. Quand des gens discutent de 22h jusqu'à 2h du matin, c'est qu'il y avait des positions vraiment électriques, si vous voulez, en l'air. Il ne peut pas y avoir de changement sans que des individus se mouillent. Ce n'est pas possible. Nos sociétés ne pourront jamais avancer si chacun dit « moi j'ai trouvé ça, je dois restituer, je ne dois jamais m'engager en allant dans un sens, n'est-ce pas, si vous voulez, en avant ». D'autant plus qu'à la lumière de la modernité, on voit les principes d'égalité, on voit les idéaux de la démocratie, on voit la mobilité, on voit les critères des CV, on voit la quête des mérites personnels. On ne peut pas continuer tout le temps à nous agripper à des catégories sur lesquelles il va falloir évoluer au risque simplement d'être mal perçu. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai commencé à lutter contre les MGF, les gens diront, mais si tu fais ça, les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais les gens, ce qu'ils vont dire, il faut cacher ça. On ne peut pas faire évoluer une société en disant que tout débat tabou qu'on a trouvé sur la place, c'est des genres de débats qu'on ne va pas amener. Je vous donne un exemple pour mieux vous montrer ces changements. Normalement, dans l'Afrique traditionnelle, les parents s'arrangent à ce que leurs enfants reproduisent leur même lien de subordination et d'amitié. C'est-à-dire, si tu es noble, ton fils ira avec un noble, ils iront avec tel, leur forgeron, ils iront avec tel et tel, ils vont reproduire les clichés. Maintenant, ça a beaucoup changé. Moi, je loge dans un quartier où tous ceux qui logent ici, c'est des fonctionnaires. Les gens qui se fréquentent entre tes filles et tes enfants, ceux qui les rendent visite là, il n'y a aucun lien de parenté là-dedans. Ça, c'est des faits, on ne peut pas les nier. Moi, je suis étonné de ces intellectuels qui ont la cécité de vouloir garder nos sociétés identiques, de vouloir faire porter des valeurs qui ne sied plus à leur contexte. Moi, je considère qu'une pratique culturelle comme une valeur, elle est née dans un contexte dont elle a une signification. Si le contexte change, il va falloir faire un effort de réadaptation de cette valeur. Mais si tu dis non, 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 malgré les changements, malgré les mutations, moi, je reste conservateur. Je reste à l'application, à la lettre de la tradition. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, quand tu prends 100% des intellectuels africains, qui sont tous des fonctionnaires, exercent des métiers qui n'ont rien à voir avec leur rang social. J'avais rencontré un jeune médecin un peu féodal, je lui ai dit en Kamochou, il s'est énervé. Kamochou, médecin que ça ferait quoi le Mochou? Mais là, c'était pour lui dire que actuellement, les catégories dans lesquelles nous nous percevons par rapport à des changements, par rapport à des entités. Et n'oublions pas aussi que chacun a sa fierté. Chacun a sa fierté. Les Halpulaar disent ça, et ça, moi, je considère que c'est une question très difficile, mais il faut crever l'abcès. On ne peut pas continuer à dire non, 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 si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire. Au début, nos filles n'allaient pas à l'étranger, elles ont commencé à aller à l'étranger. Au début, la fille ne louait pas seule sa chambre pour faire ses études supérieures. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles seules qui louent chambre, qui font leurs études. Parce que c'est des éléments modernes avec lesquels on doit aller. Si ta fille veut faire un master qui n'existe pas en Mauritanie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui diras non, choisis un master qu'on fait sur place. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je considère que dans la vie, il faut toujours qu'il y ait des éclaireurs. C'est-à-dire des gens qui acceptent
de casser les codes. La preuve en est, dès qu'il y a quelqu'un qui est sacrifié, il a ouvert quand même un couloir pour les nouvelles générations. Voilà. J'ai vu que vous avez mis beaucoup l'accent sur la situation de la femme et tout, comment la femme arrive à avoir l'argent. Cette situation est un peu partagée entre ma communauté et la vôtre. Et même chez nous, il y a ceci, il y a la femme qui demande la semaine, le jour, ceci. Mais il y a aussi autre chose. Les parents de la femme payent beaucoup quand leur fille se marie. Autre chose aussi, la femme, elle renonce à beaucoup de ses droits, par exemple la liberté sexuelle, la liberté individuelle, la liberté de ceci, la liberté de cela, afin qu'elle se marie avec ce monsieur qui cherche souvent une femme soi-disant vierge, une femme soi-disant conservatrice, une femme soi-disant qui doit s'occuper de ses enfants, une femme soi-disant qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Des critères qui sont déjà posés par lui, sa mère, son père, sa tribu et tout cela. Donc, vous ne voyez pas que, et j'ai oublié autre chose, en même temps aussi chez la société Poulard et la société Soniquet, les femmes souvent elles acceptent aussi la polygamie. Donc c'est une sorte de renonce à ce qu'on appelle la liberté personnelle, où j'accepte comment on l'appelle, de partager mon mari, ou soi-disant mon futur mari avec une autre femme, ou avec parfois 3 ou 4 femmes, plutôt 3. Donc, vous ne voyez pas que les droits ou ces choses que les femmes demandent, je ne peux pas considérer ça comme des droits, mais en tant que des intérêts financiers, vous ne voyez pas ça comme une sorte de révolte sur les droits que les messieurs ont, ou les intérêts que les messieurs ont, et qui refusent à y renoncer, quoi. D'accord. Merci. Tu as posé des questions extrêmement pertinentes. Je ne sais pas si tu étais là au début de ma communication. J'ai commencé par dire que nos sociétés étaient des sociétés patriarcales, dès le début. Le fait que l'homme donne de l'argent, le fait que les parents de l'homme donnent de l'argent, ça c'est toujours normal dans le cadre du patriarcat. Ce n'est pas un effort financier extraordinaire, il s'attendait à ça. Ça fait partie des attentes sociales de l'homme dans une société patriarcale. Maintenant, il faut faire très très attention avec certains concepts qui ont commencé à soulever pas mal de problèmes au sein des sociétés africaines traditionnelles. Et là maintenant, les gens font très très attention. Parce que dans la société patriarcale, le fait que la femme soit vierge, c'est synonyme de vertu, d'honnêteté et de fidélité conjugale. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Parce que les gens aussi s'interrogent. Et deuxième élément, la virginité ne pouvait être une valeur que dans une société où les hommes et les femmes ne se rencontrent pas et ne se voient que le jour du mariage. Aujourd'hui, 80% des mariages que les gens font, on ne fait que régulariser une situation. C'est moi ce qui te le dis, même si ce n'est pas agréable à dire. On ne fait que régulariser. Ils sont ensemble tous les jours. Tu ne peux pas l'empêcher d'aller à l'école, tu ne peux pas l'empêcher d'aller à la plage avec lui. Et là, j'ai vu comment la culture elle évolue quand il y a des gens extrêmement intelligents. Aujourd'hui, quand il y a la nuit de noces, on ne demande pas à savoir si la fille est vierge ou pas. L'homme donne 100 000 gueux, 20 000 gueux, il dit c'est l'oreiller. Les gens ils n'ont qu'à bouffer l'argent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais parce que la question de la virginité rentre dans le cadre de la vie privée entre les deux couples. L'homme n'a qu'à trouver que la femme elle est vierge, ce n'est plus son problème parce qu'il l'aime. Il va donner un montant pour calmer les gens et dire voilà la femme et les trucs vierges. Et il faut faire très, très attention. Moi, j'évite souvent de parler de la polygamie quand je parle des pratiques traditionnelles néfastes. Parce que la religion est autorisée par, la polygamie est autorisée par la religion.
Mais là où tu as fait une erreur, certainement de terminologie, en disant dans telle ou telle communauté, la femme accepte de partager son mari. Il n'y a pas une femme qui accepte de partager son mari. Cette femme n'existe pas. Cette femme n'existe pas. Non, je vais te dire comment ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a un conditionnement culturel. La femme, issue d'une famille où son père avait 20 épouses, va trouver normal que sa maman, qui avait 20 co-épouses, elle aussi peut avoir des co-épouses. Il y a ce qu'on appelle le conditionnement culturel qui est extrêmement fort. Deuxième élément, il y a le fait que dans les sociétés africaines traditionnelles, vous savez, moi j'ai fait des analyses en pensant hier et aujourd'hui. Hier, tu as demandé la main de ta fille, de ta cousine, que tu ne connais même pas. Ton oncle dit, je t'ai donné Kumba, je t'ai donné Tako, je t'ai donné Djainaba. Tu prends Djainaba et tu la maries, vous allez vivre et mourir ensemble. Aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. C'est toi qui fais les avances. Si ta cousine, elle veut, si elle ne veut pas, il n'y a jamais de mariage. Il n'y aura jamais de mariage. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, la relation matrimoniale il y a 50 ans, ce n'est plus la relation matrimoniale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeune fille que tu vas marier, 1, elle travaille, 2, elle a ses biens, 3, elle aspire à un niveau de vie. Toi, l'homme, tu sais que si tu te maries, tu es jeune fonctionnaire, le temps de faire le trousseau, le temps de faire des enfants, le temps de les envoyer dans les grandes écoles, il n'y a pas de place à la polygamie. Il n'y a pas de place. Aujourd'hui, on ne mène même pas de campagne contre la polygamie parce que la polygamie est en train de s'exiler. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais c'est que la relation même matrimoniale du couple il y a 50 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Maintenant, tu me diras, oui, j'ai vu quelqu'un qui a fait la polygamie, il n'a pas les moyens. Ça, il y a toujours des farceurs comme ça. Mais regarde aujourd'hui Nouakchott. Désolé de vous interrompre, mais malheureusement en Mauritanie, même chez les Maures qui n'acceptaient pas la polygamie avant, là maintenant il y a des campagnes pour sensibiliser les gens à accepter la polygamie. Non, là, c'est fondé sur des bases purement islamiques en disant le monsieur a le droit de se marier avec tel et tel, au lieu de jouer ou avoir une maîtresse ou pourquoi pas on fait ça, on légalise ça ou on le fait dans le halal. D'accord, mais tout ça, c'est le discours idéologique, c'est les mécanismes pour amener la femme à accepter le fait accompli. Parce que n'oublie pas que le législateur mauritanien a dit maintenant que pour faire la polygamie, il faut donner à sa première femme un lot de compensation qu'on appelle Ndjenari. Mais le législateur mauritanien a commis l'erreur de ne pas dire qu'est-ce qu'il faut donner. Parce que dans l'Afrique traditionnelle, on donnait un boubou, un chameau, ou on donnait un lit ou une armoire. Et si la femme demande aujourd'hui une voiture ou un avion, comment tu vas faire? La question, moi, je considère simplement que la pratique même de la polygamie est très très difficile, si vous voulez, à combattre dans les sociétés musulmanes, parce qu'en fin de compte, tu vas te confronter à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'argument religieux, qui est un argument basé sur le dogme. Mais en tant qu'intellectuel, si vous regardez la réalité en face, quel est aujourd'hui le fonctionnaire mauritanien en âme et conscience, qui est responsable dans la gestion de sa famille, responsable dans le temps de l'affection à sa femme, le temps de l'affection à donner aux enfants. Quel est le fonctionnaire mauritanien aujourd'hui qui peut faire la polygamie? Vous savez, quand vous vous décidez de votre responsabilité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais essayez de voir, toi à ton âge, tu es ingénieur, tu vas te marier, tu vas faire 2 enfants, comment éduquer les enfants, comment les amener à l'école, comment leur donner les chances de s'adapter, le temps de rythme de complicité familiale, dis-moi comment tu vas faire. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, on voit carrément que ça crée des tensions. Moi, je n'ai pas, en tant que musulman, dire des choses contraires à l'islam. Mais, pour décourager les gens à faire la polygamie, j'ai donné un exemple concret. Vous savez, si vous êtes un intellectuel, agitateur des idées et que vous voulez réveiller les gens, il faut toujours donner des cas concrets que les gens peuvent voir.
J'ai une fois dit dans une conférence, j'ai remarqué dans les sociétés africaines traditionnelles, à chaque fois que l'héritage y a des problèmes, c'est que le père avait fait la polygamie. On n'a jamais vu l'héritage d'un couple monogamique faire du bruit dans une localité. Les gens ont commencé à me regarder. J'ai dit à chaque fois que l'héritage fait des tiraillements, on amène les marabouts, les gens s'entre-déchirent, c'est que le père avait fait la polygamie. Mais si c'est un couple monogame, l'héritage se fait dans la plus grande discrétion, personne n'est au courant. Une manière de dire, évitez de créer des problèmes même après votre mort. Parce qu'il y a des animosités quand il y a des logiques de gain. Et j'ai donné un exemple, je sais que je vais mourir, cela va me rester à l'esprit. C'est quand on enterre quelqu'un, on revient, on n'a même pas fait encore 40 minutes. Il y a l'un des enfants qui dit, la maison qui est l'autre toit au marché là-bas, là, mon père me l'avait donné avant son décès. C'est quand même indécent. C'est quand même indécent. Moi, je considère simplement que mon devoir, c'est d'appeler les jeunes à la responsabilité. Responsabilité de quoi? C'est d'aller avec son temps, tout en étant enraciné dans sa fierté culturelle. Faire des choses en tenant compte de nos moyens, de nos capacités et de notre contexte, sinon ça ne marchera jamais. Parce que vous allez vous mettre dans des situations que vous ne pourrez jamais, si vous voulez, pourrez faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au quotidien comment les couples fonctionnent, j'ai eu à le dire dans le débat sur la nuit des idées, mais on fait face à de multiples contraintes, à de multiples enjeux. Le second élément que j'avais dit par rapport à cette question de la modernité, les jeunes de votre génération, s'ils veulent vraiment réussir, s'ils veulent vraiment aller avec leur temps, ils doivent se débarrasser de certaines idées. Toi, déjà, tu as fait un discours extrêmement conséquent. Dans ce genre de discours-là, où est-ce que tu vas mettre la place à la féodalité, à l'esclavagisme, à la vie parasitaire et tout ça? Tu sais très bien que ça ne tient pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent dans l'éternelle frustration parce que simplement les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Aujourd'hui, quand tu te maries, je ne sais pas si tu as déjà plongé là-dedans. C'est le terme que j'utilise pour parler des célibataires, dont Feu Oumar Ba disait c'est des criquets ailés. Des criquets ailés, ça vole, ça grignote ici, ça grignote ici. Ça n'a rien à voir le mariage. Moi, ce qui est le plus important dans le mariage, mon fils, je le dis et je le répète, c'est ma conviction la plus profonde. Nos parents avaient l'habitude, quand tu veux te marier, on te dit est-ce que tu es prêt? Mais dans la pensée de nos parents, c'est est-ce que tu es prêt matériellement? Alors que le mariage, c'est avant tout d'être prêt dans la tête. Est-ce que tu es prêt à renoncer à certaines tchahaneries sociales? Est-ce que tu es prêt à engager ta responsabilité? Parce que la femme que tu as amenée, les enfants que tu as, mais tu dois faire attention, ça doit boire, ça doit manger. Si tu fais quelque chose qui t'amène dans des situations, qu'est-ce que ces gens vont devenir? Aujourd'hui, vous, votre génération, vous le savez. Parce que dès que vous vous mariez, vous quittez chez vos parents et vous allez vivre et tout cela. L'autre examen que j'ai donné par rapport au mariage, aujourd'hui, aucun marié ne peut dire que ses beaux-parents, sa belle famille, viennent chez lui pour rester là-bas. Les gens de ma génération, les gens de malheur. Si tu maries notre fille, ça ne te va te direct. Mais tu ne diras jamais qu'on est venu manger chez toi. L'Afrique aussi, ça change, ça évolue. Moi, je suis contre ceux qui considèrent que l'Afrique, c'est un musée avec des valeurs qui n'évoluent pas. Aujourd'hui, c'est rare de voir un père de famille, vraiment de notre génération, aller chez sa belle famille, faire le chef, faire les trucs traditionnels. Pourtant, il en a le droit, mais il ne le fait pas. Aujourd'hui, regardez, même ceux qui sont en action, il y a des gens qui m'écoutent, on va faire l'émission en Poulard, Inch'Allah, où celui qu'on appelle ton beau-père, il vient te voir une fois par 2 ans, et même ça, bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Soudou Baba TV, Allah jarama on jarama ɗo mbawɗon wonde ɗo mbawɗon wonirde kala en beltima en jii professeur Sow Samba Abdoulaye Doro Sow golle payidinɗe waɗi hannde kadi e café philo mo heewi waɗande bandiraɓe taw koye ɗemgal tubankore wadde en jii golle makko baɗɗe fayida mbeɗe wiye on noon yon patmo kadi e ɗemgal fulfulde so Allahu lamɗo o jaaɓi tawa kadi ko émission mo kewɗen waddude makko ittu kumpa
bandiraɓe amin ñaagui on nde mbatton abonné e Soudou Baba par ce que abonné ɗi on mbayri abonade han mbaɗe abonné mbaɗon like e nder Soudou Baba kolliron oɗon belti e ko waɗete ko ɗum ne holla mi rokka min coftal ɗum ne rokka min kadi vraiment darde min ɓeydo darade saabu ɗum mamin ɓeydo wattude haqqillaji e ko gonɗon dow mum ko ɗum noon tinnuɗe e abonade nde bandiraɓe en beltima ko équipe Soudou Baba e hoore mum arnoɗo yen hannde wonno to caméra to henna mo kewɗon nande ko Oumar Baro le monteur Malal Abdou Seck en même temps manager Soudou Baba on woni holi on Malal Abdou Seck eɗen calmina dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ha tengti noon sukaɓe étudiant ji ɗi ganduɗa e kala saaha so jeeɓi Soudou Baba jii hen professeur Sow Samba ne jogo weltare no fewi wadde en beltanima kamɓe foof kono kadi eɗen denden salminago ngo musidɗo men sehil meɗen conseiller men Soudou Baba TV on woni Oumar Diaw gonɗo to yen to Australie kañum e joom suudu muɗum Yacine Amine mbiya on kamɓe sukaɓe e galle o e dendagal ɓiɓɓe Mauritannaɓe wonɓe diaspora ɓe foof Allah jarama on jarama min nomin mbi on ni ɗo e micro o ko musidɗo moɗon sehil moɗon Alassane Woudou Sarr toujours ko kanko kadi so Allahu lamɗo jaaɓi ma en bismotomo kadi taw ko même thème taw mbattuɗen ɗum koye ɗemgal fulfulde ha bandiraɓe ɓeyɗo famde Alassane Woudou Sarr yo jaam ñallu yo jaam waal yo jaam hir hotto jejjite wadde abonné e Soudou Baba TV merci.